Alors d'abord, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. C'est la petite nouveauté du moment. Voilà, donc ben, toujours dans cet esprit d'essayer de rester le plus présent pour vous et le plus accessible et puis aussi de continuer à vous apporter des informations dont vous pouvez avoir besoin. Je me suis dit que voilà, créer une chaîne YouTube, c'était peut-être un bon support. Ça permet de faire des petites vidéos rapides et qu'on peut retrouver tout au même endroit. À ce propos, moi j'en ai déjà quelques-unes de prêtes, mais si vous avez justement des thèmes sur lesquels, que vous souhaiteriez me voir aborder justement dans une petite vidéo, sachant que voilà, c'est des vidéos qui vont durer entre 6 et 10 minutes. L'idée, c'est pas de vous saouler d'informations, mais c'est de faire des petites choses pratiques en fait qui rejoignent vraiment votre quotidien. Donc encore une fois, si l'idée c'est fait pour vous tout ça. Donc si vous avez des besoins ou des commentaires ou des choses comme ça, vraiment surtout n'hésitez pas et faites-moi des retours parce que ben voilà, ça m'aidera à construire quelque chose qui vous est utile vraiment. Alors, moi, je les vois aussi. Ah, et ben écoutez, Valérie, apparemment, les autres participants voient les commentaires des autres. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être vous de votre côté, alors qu'il y a peut-être un petit paramètre à modifier sur votre écran. Parce qu'apparemment, ils sont visibles pour les autres. Voilà. Ok, donc voilà pour la chaîne YouTube. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Vraiment, l'idée, encore une fois, c'est de partager le plus possible ensemble. Donc moi, je suis ouverte à à toutes les questions et à toutes les propositions. Enfin, presque toutes, hein. Alors, je disais, on commence avec Fanny, puisque elle est là. Alors, Fanny qui me demandait, donc avec Zaska, comment faire cesser les aboiements lors du jeu quand l'autre chien ne veut plus jouer. Donc, Zaska, c'est un jeune chien qui est très sociable, qui aime bien jouer avec les autres chiens. Et apparemment, il a des difficultés à supporter que l'autre chien ne veuille pas s'arrêter de jouer. Et du coup, il doit être un petit peu harceleur et il aboie sur l'autre chien. Donc, elle me demande comment on peut faire pour gérer cette problématique-là. Alors, famille, l'idéal dans ces cas-là, c'est de mettre, quand tu rencontres d'autres chiens, c'est de mettre vraiment une grande longe longue, fine à ton chien. Donc, prévoir ça dans tes affaires, un petit sac à dos, des choses comme ça. Si c'est pas la longe que tu utilises au quotidien, faut avoir quand même suffisamment de longueur parce que ton chien, il peut esquiver ton approche si tu souhaites l'attraper à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est au moins d'avoir 5 mètres, on va dire, de longe légère qui ne le gêne pas dans ses mouvements. Et cette longe, tu vas la laisser au sol, en fait. Donc, tu le lâches. Il a son interaction avec son copain, avec son pote, mais il garde cette longe au sol. Et en fait, l'idée, c'est qu'au moment où tu sens que l'autre chien sature et que le tien devient un petit peu harceleur, à ce moment-là, tu saisis la longe et tu vas simplement bloquer le mouvement de ton chien. Donc, c'est pas de le ramener, de le rembobiner la longe et de ramener le chien vers toi. C'est simplement, en fait, lui bloquer l'accès à l'autre chien. Et tu verras que naturellement, de toute façon, l'autre chien, il va se décaler, il va s'écarter. Donc, toi, tu auras juste à maintenir ton chien. Donc, quand tu fais ça, il y a deux choses. Ou ton chien va se dire, bah tiens, j'ai plus moyen d'avoir d'interaction, ça me calme, du coup, ça m'arrête. Et du coup, rien que le fait d'être retenu et de ne pas pouvoir aller vers l'autre chien, il va descendre en tour, se calmer. Et donc, tu le laisses se calmer comme ça un petit peu. Et quand tu sens que le calme est revenu, qu'il arrive à se détourner un petit peu de l'autre chien, à sentir quelque chose au sol ou quoi, tu relâches ta longe, l'air de rien, en fait. Et tu refais comme ça systématiquement. À chaque fois que ton chien, tu sens qu'il remonte en excitation, tu reprends ta longe. Si jamais le fait de le retenir, au contraire, tu sens que que du coup, il se frustre encore plus et il se met à aboyer davantage, il s'énerve en bout de longe, etc. À ce moment-là, il faut que tu parviennes à le faire revenir jusqu'à toi et il faut que tu le sortes vraiment du jeu et de l'interaction avec l'autre chien. Donc, occupe-le, fais-lui sentir des choses, fais-lui une petite piste avec des petites friandises, par exemple. Essaye de bien lui mettre son nez au sol, ce sera le meilleur moyen de le détendre et de le calmer. Et voilà, et tu vois comment il est. Et quand le chien se détend et est plus à l'aise, à ce moment-là, eh ben, tu peux relâcher pareil ta longe et laisser le chien retourner vers l'autre chien et voir comment ça se passe. Mais l'idée, en fait, c'est que tu lui coupes, qu'il se rende compte que l'excitation fait perdre le copain, alors que la demi-mesure permet de rester proche de lui, en fait. Voilà, donc ça, c'est une première possibilité pour gérer les interactions un petit peu quand on a un chien voilà, qui va être un petit peu harceleur.
Ensuite, elle me demandait, il a tendance, quand ils jouent ensemble avec un bâton ou un jouet, il a tendance à venir attraper les mains en même temps. Alors, première chose, quand tu as un chien qui est comme ça, il faut déjà toujours essayer d'avoir des jouets qui soient longs, des grandes cordes ou alors des bâtons longs, et cetera. Et l'idée, ben, en fait, c'est que tu vas tenir ton jouet d'un côté, ton chien va être de ce côté, puis il va avoir tendance ben, voilà, à grignoter pour revenir sur ta main. Donc l'idée, c'est que quand il est à peu près au milieu, cette main-là, tu l'enlèves et tu récupères ton jouet de l'autre côté. Donc ton chien va continuer par là, puis il va peut-être revenir là. Et ben toi, tu vas reprendre de ce côté. Donc l'idée, c'est de voilà, de changer de main systématiquement pour éviter et t'essayes de le faire avant justement qu'il soit venu sur la main, pour qu'il n'ait pas l'occasion de produire ce comportement-là et qu'il comprenne qu'il reste bien sur le jouet. Une deuxième chose, si jamais tu n'as pas eu le temps et que du coup tu sens les dents sur ta main, à ce moment-là, tu peux vraiment fonctionner comme on le ferait avec un jeune chiot à qui on apprend un petit peu l'inhibition à la morsure. Et tu vas en fait, tu peux réagir en criant un peu comme si tu avais vraiment mal, lâcher l'objet tout de suite, te détourner et cesser le jeu avec le chien. Donc c'est vraiment, tu cesses tout d'un coup. Hein. C'est vraiment, tu as ton jouet comme ça, ton chien il te mord, tu lâches. Tu te tournes, tu t'en vas et c'est terminé, on ne joue plus. C'est le meilleur moyen pour lui faire comprendre que bah, voilà, le fait de mettre les dents sur les mains, ça fait cesser le jeu. C'est la même chose que pour les autres chiens en fait. Hein. Dès qu'il est en excitation, il monte et il a du mal à se maîtriser et à contrôler ses actes quand il est dans cet état-là. Donc toutes ces petites choses, elles se rejoignent et plus tu vas pouvoir travailler tous ces points-là, en fait, plus tu vas pouvoir, plus tu vas améliorer ses autocontrôles et sa maîtrise de lui-même. Voilà. Et enfin, tu avais peur que suite au confinement, suite au confinement, tu souhaitais. Super, je vais essayer, très bien. Et tu avais une dernière question, donc par rapport aux moutons et aux chèvres ou des choses comme ça, parce qu'en fait, tu souhaites faire de la rando une fois que le confinement sera terminé, peut-être un jour. Et donc, tu as peur que ton chien justement se mette à poursuivre les moutons ou les chèvres et accessoirement rencontre un patou au milieu de tout ça. Alors, en fait, là, c'est de la désensibilisation que tu dois faire et tu dois pas attendre d'être en rando pour travailler ton chien sur les moutons, sa réaction en tout cas qu'il aura potentielle sur les moutons ou sur les chèvres. Il faut que tu prennes les devants et alors je ne sais pas si là, pendant le confinement, parce qu'on a encore des troupeaux qui sont en bas, on n'est pas toujours obligé d'aller en altitude pour voir des troupeaux. Donc, attendre de voir si, là, par exemple, dans le confinement, tu as possibilité d'avoir accès à un troupeau de chèvres ou de moutons pas loin de chez toi, dans ton kilomètre autorisé. Si ce n'est pas le cas, dès la fin du confinement, il faut que tu trouves un troupeau. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de patou quand même. Et que tu travailles en fait la désensibilisation de ton chien aux moutons et aux chèvres. Donc là, tu travailles avec un chien en longe et tu vas le désensibiliser à la mouton. C'est-à-dire que le mouton et la chèvre doivent devenir le plus invisible possible. Euh, Là, il y a un travail un petit peu plus précis à faire. Je ne peux pas m'étendre sur le sujet non plus pour pouvoir avoir le temps de répondre à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est que tu ne te fasses pas surprendre. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Sachez que quand vous êtes dans une situation, plus vous l'aurez scénarisé et pris le temps de gérer le problème avant qu'il arrive, entre guillemets, plus vous serez à l'aise dans toutes les situations. Donc, en gros, c'est vraiment faire en sorte que ton chien, il ait vu côtoyer des chèvres et des moutons avant de... Excusez-moi, parce que je suis comme tout le monde, je suis en confinement avec une famille en confinement. Donc, si vous entendez des cris, des bruits, c'est normal. Hein. Donc, oui, donc voilà, que tu aies eu le temps de le désensibiliser à ces petites bêtes-là. Voilà, j'espère que c'est OK pour toi, Fanny, tu me dis. Alors, ensuite, on avait Brigitte, Gérard et Oki. Donc, je ne sais pas s'ils sont là. Donc, Oki, c'est un jeune chien aussi qui doit avoir passé son année maintenant. Il doit avoir un petit peu plus d'un an. Alors, eux, le souci, c'est qu'ils ont un chien qui tire sur la laisse quand ils passent devant les maisons avec un chien qui aboie. Donc, en gros, quand ils passent devant une maison, s'il y a un chien qui aboie, il s'excite comme un fou au bout de la laisse en face de l'autre chien.
Alors là, en fait, le chien, il réagit parce que justement, il est attaché déjà. Donc Oki, hein, Oki réagit parce qu'il est attaché, il peut pas fuir et quelque part, il ressent comme une menace le chien qui aboie pour défendre sa maison. Donc du coup, il a 2 solutions, hein. C'est soit il se fait tout petit, et puis il passe le plus inaperçu possible, devant ce chien-là, soit, au contraire, il se fait le plus fort possible aussi, le plus grand, le plus bruyant et il s'excite en bout de laisse, donc apparemment le parti que Oki a choisi. Donc l'idée, et ça c'est valable pour pas mal de soucis de réactivité en fait, hein, que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Sur quelque chose comme ça, alors, la première chose, de toute façon, c'est toujours de gérer l'environnement. Donc, ces maisons-là, si elles sont évitables au départ, c'est que mieux. C'est-à-dire que si on peut éviter de passer devant tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est mieux. Il vaut mieux pas confronter le chien à ça tout le temps parce que c'est pas quelque chose de confortable. Il nous le montre de par sa réaction du coup. Donc, essayer d'éviter de passer tous les jours devant, c'est déjà une première chose. Alors après, vous me direz, on évite la situation, on règle pas le problème. Tout à fait. Donc, du coup, après, ce qu'il faut, c'est avoir la possibilité de donner de la distance à Oki. C'est-à-dire, si il faut essayer en fait de le faire passer le plus loin possible de cette maison. Donc, le long de cette maison, mais le plus loin possible de cette maison, de manière à ce que Oki sente qu'on lui donne de la distance, qu'il a de l'espace entre lui et ce chien qui réagit fort. Ça, c'est la première chose aussi la deuxième chose du coup que vous pouvez mettre en place, lui donner vraiment de la distance, lui donner la possibilité de s'écarter et surtout pas de passer près en se disant je réessaye, je vais lui dire d'arrêter, de se taire, il va finir par comprendre et ça va finir par se faire. Non, pas du tout. Déjà, vous risquez de perdre un petit peu la confiance de votre chien en vous et c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, n'essayez pas de forcer, d'aller au forcing en fait sur quelque chose comme ça. Donc, du coup, on va plutôt donner beaucoup de distance au chien, passer le plus loin possible et travailler sur son calme à distance, en fait. Et donc, on va renforcer, renforcer, renforcer au maximum chaque fois qu'il est calme à la distance qu'il lui faudra. Ça, c'est lui qui vous l'indiquera, hein, la distance qui lui est nécessaire. Et on va renforcer le calme. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de vous rapprocher très progressivement pour pouvoir passer. Alors, encore une fois, même si le chien ne réagit plus, ça ne sert à rien de vouloir passer le plus près possible de ce chien qui aboie parce que c'est naturellement absolument pas ce que Oki ferait. Donc, on gardera toujours un peu de distance, mais l'idée, c'est peut-être que plutôt que de devoir passer je sais pas moi, à 30 mètres de la maison, on va pouvoir passer à 10 mètres ou 5 mètres de la maison. 10 mètres étant mieux. Voilà. Donc ça, c'est une première, enfin voilà, c'est une manière de régler votre problème. Donc je suis pas sûre qu'il soit là aujourd'hui. Je pense que les gens ont eu un petit peu de mal à se connecter. Ce serait super sympa pour ceux qui ont réussi à se connecter là sur le live, qu'en fin de live, après, vous m'envoyez un petit mot par Messenger ou autre, juste pour me dire comment vous vous êtes connecté. Si vous êtes juste allé sur ma page et puis qu'il y avait quelque chose qui apparaissait comme quoi il y avait un live en direct, ou si vous êtes allé vous connecter sur un lien en particulier. Donc voilà, petite parenthèse, mais si vous pouvez me faire ce retour-là de manière à ce que je puisse aider les personnes sur une prochaine fois. Merci. Alors ensuite, on a deuxième problème d'Oki, c'est que lors des départs en balade, il a tendance à sauter, à faire des bonds sur place ou à attraper sa laisse. Alors dans le même style, j'avais aussi Valérie et Paco qui ont le même problème lors des départs de balade. Le chien, alors là, leur hurle dans les oreilles, saute dans tous les sens aussi, jusqu'à ce qu'il soit parti de la balade. Là, en fait, l'excitation au départ de la balade, tous les chiens du monde ont une excitation quand ils savent qu'ils vont partir se promener. Ça, jusque-là, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est effectivement, par contre, canaliser cette énergie parce que ça peut vite devenir vraiment n'importe quoi et très désagréable pour vous, humains. Pardon. Donc, l'idée, ça va être, dans ces cas-là, ça va être de travailler
encore une fois, de travailler justement le calme. Donc, l'idée, ça peut être, par exemple, de leur proposer, un petit exercice d'autocontrôle et avec des critères qui sont très bas parce que le chien, il est très excité, donc on va pas lui demander de rester, de plombe, devant une main qui a une friandise, hein. C'est vraiment juste qu'il soit capable quand même de vous entendre et de comprendre ce que vous êtes en train de lui demander. Donc en gros, de lui faire récupérer son cerveau avant de pouvoir partir en balade. Hem Ce qu'il faut, c'est progresser, vraiment tout petit bout par tout petit bout. Allez vraiment doucement, ne cherchez pas à aller trop vite parce que c'est compliqué pour le chien, hein, ce genre d'exercice parce que la balade est tellement, le meilleur moment de la journée que c'est compliqué et quand il y a une habitude qui s'est mise en place d'explosion comme ça au départ, ça va être difficile pour les chiens de se dire, «Je redescends en tour, et c'est le fait d'être calme qui va m'amener dehors». Donc encore une fois, on va commencer vraiment tout petit et on va demander au chien de se calmer 2-3 secondes en fait, hein. Et une fois qu'il a réussi à se calmer pendant ces 2-3 secondes, à ce moment-là, eh bien vous emmenez votre chien et vous sortez. Et en fait, le principe, ça sera d'augmenter la durée de calme jusqu'à ce que ce soit le cas, jusqu'à ce que vous sortiez. Au début, ça va être difficile et ça va être long. Donc, ce que vous pouvez aussi intégrer dans cet apprentissage-là, c'est par exemple de montrer au chien. Donc là, je pense à Paco s'il vous aboie dans les oreilles. Par exemple, parce que pour Paco, elle me disait qu'il aboyait dans les oreilles au moment où elle mettait ses chaussures. Donc là, c'est assez simple, hein. S'il vous aboie dans les oreilles, vous prenez vos chaussures, vous les reposez dans le placard et vous allez vous asseoir. Là, la première fois, votre chien, il va se demander ce qui lui arrive, c'est clair, donc il va vous tourner autour un moment, et cetera. Vous l'ignorez jusqu'à ce qu'il redescende au calme. Une fois qu'il est calme, on recommence, on va chercher nos chaussures. S'il aboie, on range les chaussures. Et vous répétez ça plusieurs fois. Mais si vous faites que ça, vous apprenez pas au chien, en tout cas, vous ne le mettez pas sur la voie du comportement que vous souhaitez qu'il émette. Donc, en parallèle du fait, je range mes chaussures ou je range ma laisse parce que tu t'es excité, etc., on va aider le chien à comprendre que c'est le calme. Donc là, il faut vous munir de bonnes friandises que votre chien aime bien et on va le faire travailler. Donc, alors, si je prends l'exemple de Paco avec les chaussures, ça va être au moment où on met les chaussures, on va faire tomber quelques friandises. Si le chien arrive à manger sans aboyer dans les oreilles, on continue à mettre nos chaussures. Si par contre, il se remet à aboyer, on repose les chaussures. Donc, il faut vraiment osciller entre regarde le comportement que j'attends de toi, c'est le calme, je te montre ce que c'est. Et puis, le comportement d'excitation, d'énervement, il va être puni par le fait que, eh ben, on va pas en balade. Et à peu près enfin, une grande partie des chiens euh, pensent, disons qu'ils sont tellement emmenés par leur excitation de vouloir sortir. Et le fait est que vous, humains, ben, nous, humains, on renforce ça puisque lorsqu'ils sont excités, on se dépêche encore plus, on accélère le mouvement pour justement les faire sortir. Pour eux, le fait de s'exciter et de nous harceler, c'est ce qui fera qu'on va partir plus vite en balade. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous démontiez ce mécanisme-là dans la tête du chien et que le chien se dise, non, c'est le retour au calme. Alors après, le calme, c'est vous qui voyez quel niveau de calme vous souhaitez pour votre chien. Ça, c'est particulier, propre à chacun. Mais il faut que le chien il se dise, c'est ce niveau de calme, en fait, qui me permet de partir en balade. Si je n'ai pas atteint ce niveau de calme-là, mon humain ne part pas en balade. Voilà, ça c'est vraiment c'est la clé de toute façon. Et le chien, il a tellement envie de partir en balade qu'en général, il essaie quand même vraiment de comprendre pourquoi d'un coup on n'y va pas. Et si vous prenez le temps de vraiment lui apprendre le calme, donc encore une fois, au départ, on fait des phases, des toutes petites phases très courtes. On demande au chien d'être calme quelques secondes et puis tout de suite on part, quoi. Voilà, faut vraiment pas que ça dure tout de suite très longtemps. Il faut que ce soit court pour que ce soit réalisable pour le chien, pour qu'il puisse aller ensuite en balade un peu plus calmement. Voilà pour les départs en balade. Alors, je vais dire juste un petit peu vos commentaires. Merci, c'est tout bon. Je vais essayer de trouver un troupeau pas trop loin. Voilà, super pour Fanny. Alexandre, je connais ça. Nicolas a réussi à se connecter. Super, bonjour. Bon, parfait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce genre de problématique ou est-ce que c'est OK pour vous? Ça a l'air d'être bon. Alors, je continue.
Tac, 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 tac. Alors, j'avais Leïla, je ne sais pas si vous êtes là. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, sinon bah, j'attends, je répondrai un petit peu plus tard. Ok, après. Alors, est-ce que Leïla est là ou donc apparemment non? Et est-ce que Charlène, avec un jeune chiot très sociable, est-ce que vous êtes là ou pas? Apparemment non. Eh bien Nicolas, vu que vous êtes là, on va partir sur vos questions. Donc, Nicolas, il a un petit chiot de 4 mois, un petit berger australien. Et il me demande, en fait, son dernier pipi se fait vers 22 heures. Le matin, du coup, il est propre jusqu'à 6h30 à peu près. Et en fait, il a tendance à émettre un petit couinement avant pour sortir. Et la question était, est-ce qu'on le sort immédiatement après le couinement ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu pour le sortir? Alors, pour le moment, il a 4 mois, il est tout jeune. Votre chiot, en plus, il est propre depuis le début. Ça fonctionne bien comme ça. Je pense que ce n'est pas des grands couinements très insistants. Donc, pour le moment, il faut savoir que jusqu'à 6 mois, hein, physiologiquement parlant, tout n'est encore pas bien fini. Donc, c'est vrai qu'il peut avoir des accidents. Du coup, si à 6h30 et qu'il a tenu depuis 22 heures la veille et qu'à 6h30, il vous fait un petit pleur pour sortir, là, au départ, vous pouvez tout à fait le sortir et vous n'êtes pas obligé d'attendre. Par contre, effectivement, l'idée, c'est que petit à petit, votre chiot, ils comprennent ils prennent pas l'habitude, effectivement, de pleurer pour vous réveiller, pour pouvoir sortir. Mais pour l'instant, à 4 mois, franchement, vous n'êtes pas encore dans cette problématique-là. Il faudra le faire progressivement. D'ailleurs, vous verrez, il va peut-être se décaler de lui-même et ne pleurer peut-être d'ici quelques semaines qu'à 7 heures. Donc, si ça se fait comme ça se fait tout seul, il n'y a pas de souci. Et si vous voyez que lorsque le chiot se décale, par exemple, jusqu'à 7 heures, à ce moment-là, petit à petit, vous pouvez effectivement ne pas forcément répondre tout de suite. Si vous sentez que votre chien il est capable de tenir encore un petit peu, qu'on n'est pas dans l'urgence, vous pourrez après, petit à petit, effectivement, attendre un tout petit peu avant de le sortir, de manière à ce qu'il ne pense pas qu'il faille pleurer pour vous faire lever. C'est vrai que ça peut devenir un souci, mais pas encore maintenant. Voilà, pour l'instant, non, il est encore très jeune, il n'y a aucun souci. Et je vous dis, faites juste attention à ça dans plusieurs semaines, quoi. Voilà. Toc, toc, toc. Ah oui, il y a une chose aussi que vous pouvez faire, par exemple, pour éviter les pleurs, ça peut être d'anticiper en fait son réveil. Si vous savez qu'il se réveille vraiment qu'il est bien réglé et qu'à 6h30 le matin, c'est son heure et c'est l'heure où il se réveille, pourquoi pas mettre votre réveil à 6h15 et vous le réveiller pour le sortir en fait. Ce qui fait que le chiot, là, il va se rendre compte qu'il n'a pas eu besoin de se manifester à vous pour qu'il y ait une sortie qui soit faite. Donc, c'est aussi une option que vous pouvez avoir, surtout quand il commencera à se décaler, par exemple. Voilà. Ensuite, vous me demandiez, est-ce que la récompense doit être, donc la récompense sur un apprentissage, est-ce qu'elle doit être systématique ou pas pour l'éducation? Voilà. Donc, la question, c'était lors de l'éducation d'un jeune chien et de nouveaux apprentissages, est-ce qu'on doit récompenser systématiquement le comportement que le chien a donné? Alors, au tout début, oui. En fait, vous avez 3 phases à respecter. D'ailleurs, vous aurez dans les vidéos qui arrivent, que je vais poster sur ma chaîne, là, vous en avez une sur les récompenses, donc les types de récompenses à utiliser, les différents types de récompenses qu'on peut utiliser et comment récompenser son chien. Donc, je vais faire assez rapidement parce que c'est une vidéo qui va sortir vite. Mais pour vous faire simple, au tout début des apprentissages, oui, récompenser systématiquement. Et c'est qu'une fois que vous sentirez que le comportement, il est vraiment bien acquis et que vous l'aurez testé, éprouvé dans différentes situations, donc votre chiot aura généralisé cet apprentissage-là, que vous pourrez commencer en fait à réduire les friandises en étant sur une deuxième phase qui sera régulière mais pas systématique. Donc en gros, une fois sur 2, une fois sur 3, mais de manière régulière. Et c'est ensuite, suite à cette phase-là,
que vous pourrez tout doucement passer sur votre troisième phase, qui est la phase aléatoire, qui sera en fait la phase d'ancrage de votre comportement. Mais pour l'instant, à l'âge qu'il a et sur les comportements qu'il connaît déjà, enfin voilà, oui, récompenser systématiquement quand vous êtes dans l'apprentissage. Et puis après, je vous dis, vous passez sur la deuxième phase de récompense, une fois sur 2, une fois sur 3. Voilà pour les récompenses. Et vous me demandiez, faut-il insister quand la consigne donnée jusqu'à ce qu'il la fasse? Donc, est-ce qu'une fois qu'on a demandé quelque chose à son chien, à son chiot pour le coup, est-ce qu'on doit insister jusqu'à ce qu'il le fasse? Eh bien oui et non en fait. Logiquement, quand vous demandez quelque chose à votre chien, si c'est en fait, il y a 2 choses. Si vous êtes vraiment dans l'apprentissage de ce que vous êtes en train de demander à votre chien, s'il fait plus de 2 ou 3 erreurs, c'est qu'il est dans l'incompréhension et qu'il faut que vous vous remettiez vous en question sur la manière dont vous êtes en train de lui apprendre. Il y a quelque chose que le chiot comprend pas. Donc là, ça sert à rien d'insister et de vouloir à tout prix, obtenir, le comportement parce que le chiot n'y arrivera pas et vous allez plutôt aller dans la lutte. Heu, donc dans ces cas-là, on va pas voilà, on va plutôt remettre en question sa façon d'apprendre, peut-être se dire qu'on est allé trop vite, qu'on a brûlé quelques étapes et souvent le fait de revenir un petit peu en arrière permet d'obtenir le résultat souhaité et tout doucement, vous allez remonter jusqu'à votre objectif. Donc voilà, c'est pas systématique. Après sur un comportement que votre, chiot connaît très, très bien sur le bout des doigts et cetera, dans un environnement encore attention, il faut toujours prendre en compte la gestion de l'environnement. Donc si on est dans un environnement que le chiot connaît bien, et qu'on est sûr qu'il a généralisé l'apprentissage et que vous avez nécessité vraiment que votre chiot fasse le comportement, à ce moment-là, oui, vous pouvez insister un petit peu. Oui, on peut essayer d'obtenir, bien sûr, il y a des fois où il faut obtenir ce qu'on attend de son chien. Mais mais là, c'est quand je vous parle quand on a un chien adulte. Après, là, vous avez un chiot. Pour l'instant, faut que vous soyez fun dans vos apprentissages et il faut que vous soyez, toujours en train de vous poser la question: «Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je suis claire dans ce que je suis en train de demander à mon chien?» Voilà. Dites-moi si c'est clair et si c'est OK pour vous. J'en profite juste pour boire un petit coup dans une super tasse offerte par une super cliente. Attendez, je vous montre quand même. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. C'est quand même moi et mes 2 chiens. Et derrière, voilà. Ah bah, c'est à l'envers. Enfin, vous arrivez à lire quand même, quoi. Merci Sylvie. C'est bon pour vous, Nicolas? Ah, effectivement, vous aviez une dernière question. Alors là, c'était, Noah qui nous posait la question. Donc Noah, c'est un enfant, et en fait, il disait: «Comment je fais quand, je joue avec mon chien à l'extérieur et qu'il me pique tous mes jouets?» Alors, oui, effectivement, ça peut être problématique. Donc Noah, c'est aussi la famille du jeune berger australien dont je parlais jusqu'à maintenant. Du coup, là, l'idée, c'est d'apprendre à Noah qu'il doit, de toute façon, votre chiot, il sera toujours intéressé par ce que manipule votre fils. Donc, il faut apprendre à Noah à proposer d'autres jouets à Ulysse. Ulysse, c'est chiot, de façon à ce que justement, il soit moins sur celui exactement que manipule votre fils. Et pour ça, il faut, enfin, si votre fils, il fait que lui mettre un bâton dans la gueule et puis il part faire autre chose avec le sien, il va très vite lâcher l'autre bâton pour revenir vers votre fils, hein. C'est normal, hein, là, il est dans le jeu, il est dans la communication, le chiot, donc il va revenir sur Noah. Donc du coup, il faut apprendre à Noah à stimuler Ulysse sur un jouet, un autre jouet que celui qui est en train de manipuler. Et puis au départ, peut-être de se mettre, de mettre les jouets les jouets de votre fils plutôt en hauteur. Et quand il est en train de jouer, en fait, qu'il reste pas au sol, qu'il prenne ses jouets et qu'il se mette en hauteur, parce que c'est inévitable. C'est vraiment inévitable que votre chiot vienne et s'intéresse et essaye de tirer. Puis en plus, c'est super rigolo parce que le chiot se rend très vite compte que quand il essaye de piquer ce que l'enfant a dans les mains, bah, l'enfant va tirer dans l'autre sens. Donc, bah, en fait, le jeu s'actionne. Du coup, c'est à Noah de ne pas rentrer dans le jeu avec le chien,
Donc, de faire en sorte que ces jouets ne soient pas accessibles par le chien. Et quand il veut vraiment être au sol, de faire en sorte d'avoir un autre jouet, un deuxième jouet qui ressemble au sien, à proposer en fait à Ulysse. Voilà. Alors, Valérie, avez-vous reçu ma question envoyée par mail? Oui, mais je crois que je ne l'ai pas. Oui, oui, je l'avais eu, mais franchement, je crois que là, je ne l'ai pas noté parce que le mail était un petit peu en arrière. Donc, Valérie, si vous pouvez me la... Non, attendez, je vais la retrouver. Je réponds un petit peu aux autres et puis je vous réponds, Valérie, hein. Je vais retrouver la question. Alors, donc Estelle, je crois que vous êtes là, du coup, ça fonctionne. Donc, Estelle, avec Ilé, me disait qu'en fait, donc Ilé, c'est une petite chaîne des Pyrénées qui n'a pas eu un début facile. Donc, Nicolas, comme pour un enfant, en fait, bah ouais. Nicolas qui me répond comme pour un enfant, en fait, oui, bah voilà, tout à fait. C'est exactement le même principe. Il faut savoir partager et il y a des fois, il faut savoir séparer. Alors, oui, donc il est avec Estelle, donc avec sa petite chienne berger des Pyrénées, qui a apparemment actuellement un problème de léchage. Donc, elle s'est mise assez soudainement, apparemment, à se lécher les coussinets, enfin les pattes plutôt. Donc, elle a regardé, elle n'a rien vu sur les coussinets et elle me demandait si c'était lié au stress. Elle en a l'impression que c'était lié au stress. Alors, c'est vrai que le léchage excessif des pattes, c'est assez souvent effectivement lié au stress, mais pas obligatoirement. Donc, ce qu'il faut, il faut faire deux choses. Mais la première chose dans ces cas-là, quand même, il faut écarter la potentielle cause euh, pardon, enfin médicale, en tout cas, de voir si votre chienne, elle n'aurait pas, parce que des fois, il y a plein de petites choses dans les pattes, entre les doigts, qu'on ne voit pas forcément, et ça peut être de toutes petites bactéries qui viennent vraiment embêter votre chien. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, hein. C'est vraiment des choses. Donc, moi, ce que je ferais quand même, de toute façon, quand on a un doute, il faut est-ce que c'est comportemental ou pas? Et à quoi est-ce lié? Il faut toujours faire un petit bilan veto avant. Donc là, c'est peut-être juste d'aller faire un petit prélèvement entre ces doigts, de voir s'il n'y a pas quelque chose qui physiologiquement la dérange en fait. Donc ça, c'est déjà la première chose que moi je ferais quand même pour m'assurer qu'il n'y a rien de ce côté-là et qu'il faut bien justement essayer de voir si c'est pas comportemental. Donc, s'il y a quelque chose, bah, ça vous donne une réponse. Si ce n'est pas le cas, ça peut effectivement être lié à du stress. Donc, je ne sais pas si vous êtes confiné, si vous continuez à travailler ou je ne sais pas trop comment ça se passe. J'imagine que de toute façon, au sein de votre famille, il doit y en avoir qui sont plus souvent là et d'autres que d'habitude. Donc, il y a forcément du changement en ce moment. Et sincèrement, j'ai beaucoup de retours sur des changements de comportement des chiens actuellement, hein. Donc, ça ne serait pas étonnant effectivement qu'elle puisse avoir une petite réaction de stress par rapport au changement de situation. Il y a, je vais en parler après avec un autre chien, justement, pareil, qui a un changement de comportement. Mais comprenez quand même que le changement au niveau de vos habitudes à vous, peut effectivement, sur une chienne comme il est, qui est une chienne hypersensible, peut vraiment impacter. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, moi, ma réponse, ce serait essayer de faire quand même un bilan veto pour être sûr qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et deuxième chose, essayer, dans ces cas-là, si ça venait un petit peu du stress, de lui recréer vraiment toutes ses habitudes. Donc, ça peut être, par exemple, de vraiment recibler ses horaires. Voilà, troisième interruption. C'est pas grave. Et donc, ça peut être, bah, du coup, voilà, je me suis perdue. J'ai perdu, je suis désolée, Estelle. Du coup, oui, bah non, je suis perdue. J'ai perdu mon idée. Bref, en tout cas, ça va être, oui, ça y est, ça va être de rassembler non, ça c'est mes idées. Ça va être de recréer ses habitudes. De recréer le plus possible. Donc, je disais, par exemple, si elle a des horaires de balade qui sont fixes, essayez et que là, ben, par le chamboulement, le fait que vous ayez moins de rythme ou des choses comme ça ait changé, essayez justement de revenir à des horaires et à des habitudes qu'elle avait avant, de manière à ce qu'elle re-rentre un petit peu dans son schéma. Ça peut être une chose qui peut l'aider.
Et puis, par rapport au moment où elle est en train de se lécher, ce qu'il faut faire attention parce qu'après ce genre de comportement, ça peut vite, devenir aussi du TOC et là c'est problématique quoi. Là, c'est nettement plus problématique. Donc si jamais, vous la surprenez, vous la voyez faire en train de se lécher les pattes, ce qu'il faut, c'est en tout cas faire diversion. Donc surtout pas lui dire: «Non, stop, arrête, fais pas ça» et cetera. Parce que si vous faites ça, vous donnez de l'importance au comportement de léchage. Ce qu'il faut, c'est au moment où elle est en train de se lécher, glissez votre main et puis hop, emmenez-la à faire autre chose. Faites une diversion. Vraiment créer une diversion, mais de manière vraiment fine et délicate et faites-le le plus rapidement possible en fait. N'attendez pas qu'elle se soit vraiment mise à se lécher parce que je vous dis, ça peut vite devenir aussi addictif comme comportement. Donc voilà, c'est dès qu'elle commence à se lécher, hop, allez, viens, on va faire autre chose, je t'emmène à faire autre chose. Voilà pour vous, Estelle. Donc, vous me direz si c'est OK pour vous et si ça génère d'autres questions, n'hésitez pas. Ensuite, du coup, alors, dans le même, justement, dans la lignée des changements de comportement par rapport à la situation de confinement, etc., j'ai Leïla avec Joker. Donc, Joker, c'est un berger australien, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 5 ans. Donc elle me dit, depuis le confinement, en fait, elle était arrivée à des résultats qui lui convenaient vraiment bien avec son chien, ça se passait mieux, il y avait plein de choses, des points réactifs où il était réactif, etc., où ça s'était bien amélioré et apparemment, voilà, elle était vraiment arrivée à quelque chose qui leur convenait à tous les deux. Et là, depuis le confinement, eh bien, il recrée des comportements, entre autres de réactivité, sur les personnes qui passent devant chez lui, et cetera. Et elle sent, moins d'attention de sa part quand il est à l'extérieur, et cetera. Donc elle a l'impression qu'il y a un retour en arrière. Donc c'est ce que je voulais vous dire aussi par rapport à Hailey, ça rejoint le changement de situation, le changement enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que les chiens sont vraiment, vraiment hypersensibles à leur environnement. Donc s'il y a le moindre changement dans votre manière de vivre, ils vont le ressentir. Ça, c'est une première chose. Mais ce qu'ils ressentent aussi actuellement, c'est par exemple qu'à l'extérieur, il y a beaucoup moins de passages de voitures, il y a beaucoup moins de bruit automobile en fait. Donc ça amène un silence et une émergence d'autres bruits plus naturels en fait, qui sont plus audibles qu'auparavant. Et du coup, tout ça, ça génère forcément un changement d'attitude de nos chiens parce qu'ils se retrouvent dans une situation aussi un petit peu nouvelle pour eux. Et la nouveauté chez le chien, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable de manière générale. Donc, ce qui peut expliquer le changement de comportement de Joker dans ces cas-là, c'est vraiment justement qu'il y a une forme d'hypervigilance, en tout cas de vigilance accrue qui s'est mise en place. Et ça, le problème, c'est que c'est un petit peu viscéral, c'est-à-dire que ça, c'est de l'instinctif chez le chien. Hein. C'est un instinct grégaire. Il y a une situation nouvelle, il y a potentiellement un danger, on fait potentiellement un peu plus attention. Et si on fait plus attention à son environnement, on fait peut-être un petit peu moins attention à son humain. Voilà. Donc du coup, je pense que ce qui explique son changement à Joker, c'est vraiment ce type d'explication parce que voilà, parce qu'il est quand même sensible. En plus, vous êtes dans un coin justement où on est quand même, vous êtes assez tranquille et isolé. Donc encore une fois, le voilà, les bruits sont vraiment différents de d'habitude. Et aussi autour des maisons, j'ai beaucoup de chiens qui sont plus réactifs avec les passages de personnes autour de chez eux. Et je vous dirais que même moi, un de mes chiens, pareil, qui réagissait très peu sur les passages d'humains devant la maison, se met à réagir un petit peu plus en ce moment. Parce qu'en fait, déjà, il y a 10 fois plus de passages que d'habitude, quoi. Donc, à pied, je parle de piétons, là. Donc forcément, c'est pareil, c'est pas normal, c'est des choses qui sont différentes et c'est vrai que les gens sortent, plus, en tout cas marchent plus et se promènent plus donc du coup forcément, vos chiens, ils réagissent aussi un petit peu plus, hein, c'est lié. Donc voilà. Ensuite, on a Charlène qui a un chiot, alors très très sociable apparemment, qui veut un petit peu aller dire bonjour à tout le monde, voilà, quand il est lâché, il a tendance à aller voir tout le monde et elle a plus trop de rappel. Donc elle me demandait, est-ce qu'il faut utiliser la longe? Alors oui, bien sûr, Charlène, il faut impérativement utiliser la longe parce que c'est un très très bon outil dans ces moments-là. C'est-à-dire que l'avantage de la longe, c'est que déjà ça vous permet à vous derrière de vous comporter normalement, même si vous voyez au loin un humain ou un chien arriver.
Alors que si vous n'avez pas votre longe et que votre chien est en liberté, vous allez, vous prendre un coup de stress, vouloir faire revenir votre chien le plus vite possible, avant qu'il ait vu les personnes ou le chien, ou avant que ce soit trop tard parce que les gens et les personnes seront trop près. Donc du coup, vous allez avoir une manière de rappeler votre chien qui sera beaucoup plus tendue, plus stressée, plus impérieuse parce que vous aurez vraiment besoin de ce résultat à ce moment-là. Et le chien, s'il entend ça, ça va plutôt quelque part éveiller sa curiosité de voir ce qui se passe, plutôt que de l'inciter à revenir vers vous. Donc, encore une fois, l'avantage avec la longe, c'est que justement, vous serez pas, vous arriverez à vous comporter complètement normalement, même si votre chien s'élance un petit peu vers les individus humains ou chiens que vous allez croiser. Donc, vous serez plus performant dans la manière d'aborder votre chien que si vous n'avez pas de longe et donc aucune maîtrise et aucun impact en fait sur votre chien. Donc, bien sûr, il faut utiliser la longe. Et elle me disait aussi que le chiot connaissait déjà bien le pas bouger et alors attendez, c'était pas bouger, ne pas laisser tout le monde le caresser. Voilà, exemple avec mes chiens. J'ai des personnes qui font des travaux d'à côté et il y a eu des cris de personnes. Donc vous voyez en direct mes chiens réagir. Chose qu'en temps normal, voilà, on aurait beaucoup moins. En fait, il y aurait eu une réaction beaucoup moindre. Donc, je suis comme vous, un peu victime de ce genre de problématique. Alors, oui, donc elle me disait qu'elle lui avait appris le pas bouger, voilà, et elle essayait d'utiliser ça lorsqu'elle voyait des individus qui arrivaient, etc. À ce propos, souvent, voilà, les personnes qui ont des chiens qui sont très sociables et qui ont tendance à aller facilement vers d'autres personnes ou d'autres chiens, ont tendance à demander à leur chien, du coup, à rester statique à côté d'eux. Je pense pas que ce soit une super solution parce que c'est absolument pas naturel et c'est pas forcément ce qui sera le plus pratique au quotidien pour vous. Parce qu'en fait, ce que vous voulez que vos chiens apprennent, c'est à prendre la bonne décision, c'est-à-dire la décision de ne pas aller vers ces personnes-là, mais tout en vaquant à leurs occupations, donc sans avoir forcément à leur dire. Du coup, le fait de bloquer un chien, ça va mieux. Le fait de bloquer un chien, voilà, vous avez un petit bonjour du nerveux de service. Ça va? Pas mieux? Donc, le fait de bloquer le chien en statique, vous n'allez pas du tout être naturel en fait. Et ça, sur le quotidien, sur la suite, ça va être pénible. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous verrez quelqu'un, il va falloir dire à votre chien stop, pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger, reste à côté de moi, etc. C'est pas super pratique. Donc moi, ce que je propose, j'ai une question qui me dit bonjour Marie-Christine, et j'ai quelqu'un qui me demande excusez-moi, qu'est-ce que c'est qu'une longe? Je vais définir ça. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, ce que je conseille, c'est davantage d'apprendre un tu laisses au chien, c'est-à-dire laisse tomber, mais fais ta vie, plutôt que reste fixé et figé à côté de moi parce que tu vois des personnes passer. Alors, ah ben voilà, merci Alexandre. Il y a la réponse. Donc, qu'est-ce qu'une longe? C'est une grande laisse en fait de 5 à 10 mètres. Ouais. Et sur le rappel, sur les problématiques de rappel ou de ce genre de choses-là, vous pouvez aller largement jusqu'à 20 mètres en termes de longe. Donc, une longe, voilà, c'est une grande laisse qui va faire entre 5, 10, 15 et 20 mètres et qui vous permet justement voilà, d'avoir un accès sur votre chien, même si vous n'êtes pas tout à fait à côté du chien. Ok. Alors, je vais juste. Alors, attendez. Est-ce que j'avais. Toc, toc. J'essaie de retrouver la question de Valérie. 2 petites secondes. Euh, Voilà, je l'ai. Alors,
Alors, OK. Donc Valérie, me demande, donc apparemment, Mambo, son chien, a coursé, donc Tervuren, a coursé un 4x4, donc il fait toujours un petit peu le même, principe. Il va, il revient, il va, il suit, il revient, il suit, il revient. Il fait ça 4-5 fois. Du coup, vous vous êtes éloigné, mais vous sentiez que vous ne gériez pas le chien. Et pareil au retour sur une personne qui tronçonnait. Alexandre qui dit quoi? 20 mètres, je peux pas avec Ovi passer d'endurance encore. Oui, c'est sûr. Mais avec Obi, il n'y en a plus besoin. Alors, du coup, Valérie, donc, voilà, donc avec son chien qui a tendance à s'élancer derrière les véhicules ou sur des personnes qu'il va croiser. Bah, Valérie, on en revient en fait à la même problématique que la dernière fois avec la joggeuse. La différence, c'est que là, vous ne l'avez pas en laisse. Mais j'imagine que si vous aviez eu Mambo en laisse, il aurait eu la même réaction qu'on avait l'autre fois. Donc, ça nous donne la réponse de ce qu'il aurait fait sur la joggeuse, d'ailleurs. Mambo, c'est vraiment un chien qui est très, très inquiet de nature. Et alors là, on parlait de vigilance. Mambo, il est vraiment en hyper, 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 hyper vigilance. Et il a un petit peu de mal justement à gérer ses émotions. Il gère très mal ses émotions et le contrôle de ses émotions est difficile dès qu'il est dans l'impulsion en fait. Euh, Valérie, en fait, le problème, il est toujours le même. C'est qu'une fois qu'il a déclenché, c'est fini. Vous n'arriverez plus à avoir accès sur lui parce que quelque part, il déconnecte. Il est dans son comportement réponse à son émotion et là, il peut pas, il peut pas vous entendre, il peut pas réagir comme vous souhaiteriez qu'il réagisse. Donc là, l'idée, de toute façon, ce qui joue en votre défaveur pour vous, c'est qu'effectivement, vous vous promenez essentiellement dans des endroits où il y a peu de choses. Enfin, c'est de la forêt en général. Donc, du coup, il y a peu de sollicitations. Et du coup, la moindre sollicitation devient hyper, amène une hyper réactivité chez le chien, quoi. Alors, chez un chien super cool comme Vasco, ben, moins, mais chez un chien comme Mambo qui est vraiment dans l'hyper-vigilance et l'hyper-autoprotection, on va dire, dès qu'il y a quelque chose qui se présente, pouf, ça part. Alors, ça, c'est aussi le travers du chien de berger, hein, de courir après, hein. Il est vraiment aussi dans le patron moteur de la prédation. Mais encore une fois, il est dans la réaction. Et vous, tant que vous n'arrivez pas à le gérer avant qu'il déclenche sa réaction, ça va être hyper compliqué de pouvoir faire quelque chose en fait. Donc le fait que vous partiez à l'opposé de votre chien, de toute façon, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire actuellement parce que vous n'arriverez pas à l'attraper, il est beaucoup trop rapide et il ne vous entend pas puisqu'il est dans sa réaction. Donc, avec Mambo, on parlait de la longe. Ce qui serait intéressant avec Mambo, c'est de le mettre en longe, justement, et d'aller travailler dans des zones où il y a des stimuli, où il y a des choses qui le font réagir. Euh, alors, moi, je n'irai pas le mettre en totale immersion parce que ça ne fonctionnera pas forcément, mais justement dans une zone où, par exemple, vous savez qu'il y a potentiellement, tout au long de votre balade, vous allez peut-être croiser 4-5 voitures, par exemple. Et là, le fait qu'il soit en longe, vous allez pouvoir le travailler parce que déjà, vous allez pouvoir anticiper, vous allez pouvoir vous dire, OK, j'entends une voiture arriver à 200 mètres en arrière, votre chien, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il l'a pris en compte. Donc, c'est quand lui, il prend en compte la voiture que vous devez le désensibiliser à sa réaction à la voiture. Donc, en gros, j'entends la voiture à 200 mètres au loin, je suis déjà en train de désensibiliser mon chien au maximum tout le temps en fait que la voiture va arriver, que la voiture va passer et que la voiture va partir. Et c'est pendant tout ce temps-là que vous devez travailler Mambo. Mais si vous travaillez Mambo qu'une fois que votre voiture elle arrive à côté de vous, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Encore une fois, c'est trop tard. En plus, on a un chien qui est rapide et qui est vif, donc vous devez l'être. Vous ne pourrez pas l'être autant que lui sur l'instantanéité. Donc, il faut que vous le soyez vraiment en amont. Il faut vraiment qu'en amont, vous ayez l'idée de vous dire, OK, ça va le faire réagir, ça va le faire réagir. Très bien, moi, je le prends en compte et je le désensibilise à tous ces petits facteurs-là. Donc, en fait, voilà, mais c'est votre grosse problématique, c'est de se dire,
Je vais pas dans des endroits trop fréquentés parce que j'ai peur de ses réactions. Je sais qu'il a besoin, de se dépenser, donc je l'emmène dans une zone où je sais que je serai à peu près tranquille et où lui, il peut être lâché. Donc en fait, il faut que vous arriviez à créer une balance entre, son besoin de dépenses et effectivement d'être lâché dans des zones où il sera un peu tranquille et en même temps, son besoin quelque part de c'est presque de socialisation finalement, hein, à son environnement, à un environnement en tout cas, plus humain quoi. C'est-à-dire, ben, des humains, des voitures, des vélos, des choses comme ça, des joggers et tant que vous éviterez les situations et que vous n'y serez confrontés pardon, mais qu'une fois hyper ponctuellement, vous avancerez pas dans le problème. Là, c'est sincèrement, c'est il y a pas d'autre solution. C'est anticipation et mise en situation. Voilà. Vous me dites si c'est OK pour vous, Valérie? Donc ça, c'est bon. Alors, j'avais Cindy, je ne sais pas si elle est là. C'était une question qui m'avait été posée aussi au précédent live. Donc Cindy, elle a une jeune berger allemand, donc elle a apparemment un beau troupeau, elle a 6 bergers allemands à la maison. Mais là, elle vient d'adopter une jeune berger allemand qui a un peu plus d'1 an, donc qui sort d'un élevage, qui était en chenil et qui a, voilà, du coup, qui a un petit peu le travail en longe. Oui, je comprends. Super, Valérie. Donc oui, pour revenir à Cindy et son berger allemand. Donc c'est une berger allemand apparemment qui sort d'un élevage où elle était un peu plus en chenil qu'autre chose. Et donc du coup, c'est une petite chienne apparemment qui va bien, mais qui est très enthousiaste. Et quand elle veut la faire travailler, c'est assez compliqué parce que du coup, elle a du mal à se canaliser et elle doit partir un petit peu facilement bah voilà, en excitation et elle a du mal à se concentrer. Donc sa question, c'était justement comment canaliser cette énergie sans non plus perdre son enthousiasme. Donc c'est une super question d'ailleurs parce que c'est vrai que bah, souvent, vu qu'on a du mal on a du mal à gérer l'énergie du chien, on a tendance à, à mettre un peu d'autorité dessus et du coup effectivement à éteindre l'enthousiasme et ça c'est dommage. Donc du coup, comment faire pour justement voilà, bien garder l'enthousiasme de la chienne et quand même arriver à des résultats? Eh bien, en fait, ce qu'il faut, la première chose, quand on a un chien qui voilà très enthousiaste, qui a tendance à s'exciter rapidement, etc., il faut que vous fassiez des sessions d'exercice très 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 courtes, mais vraiment très courtes en fait. Et ça dépendra de chaque chien. Donc, je ne peux pas vous dire ça doit durer 1 minute, 3, 5, 6. C'est vraiment en fonction de votre chien. Mais on pourrait dire quand même, faites des sessions de 30 secondes, 1 minute en fait, et arrêtez tout de suite, passez à autre chose, laissez votre chienne faire autre chose et revenez-y quelques minutes plus tard en fait. De façon à ce que votre chienne, elle ait justement pas le temps de monter en excitation et qu'elle ait le temps d'imprimer justement les exercices et les choses que vous êtes en train de lui demander. Donc on va garder de cette manière-là l'enthousiasme et on va canaliser le trop-plein d'énergie en faisant des petites sessions qui font que le chien n'aura pas cette nécessité de réagir en fait. Ce qu'il faut aussi, c'est ouais, enfin, ça, c'est vraiment le mieux pour canaliser. Après, ce qu'il faut aussi, c'est faire des petits exercices d'autocontrôle, bien travailler ces autocontrôles, mais avoir de tout petits objectifs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être capable de partir de rien du tout et d'avoir des tout petits objectifs qui vont vraiment être voilà, progressifs, monter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et là, c'est vraiment être capable de travailler au rythme du chien pour justement arriver à moduler ce trop-plein voilà, d'énergie quoi, qu'elle va avoir. Voilà Cindy. Donc je ne sais pas si je pense pas que vous soyez là, mais au moins vous aurez le replay. Toc, toc, toc. Oui, Valérie avec Paco, je disais tout à l'heure, donc c'était un des chiens qui s'excitait en départ de balade. Elle avait le souci aussi avec la gamelle, donc un peu même problème. Au moment de la préparation de la gamelle, le chien aboie, aboie, aboie. Et par contre, dès qu'elle pose la gamelle au sol, il est capable d'attendre qu'on lui donne l'autorisation d'aller manger sa gamelle. Donc, ce qui se passe, ben là, c'est pareil, en fait. Ça s'est mis en place. C'est insidieux, hein, ces comportements-là. C'est terrible parce qu'on se fait avoir très rapidement. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place depuis tout petit. Ça, j'en suis convaincue parce que là, pour le coup, je connais Paco et je sais qu'il va aboyer assez facilement. Donc, c'est quelque chose qui s'est mis en place depuis tout petit. Il y a eu des petits aboiements et puis ben, on n'y fait pas plus attention que ça en fait. Du coup, on continue à préparer la gamelle et finalement la gamelle, elle va arriver. Donc, il y a eu un travail d'autocontrôle qui a été fait qui fait qu'il est tout à fait capable de gérer son attente sur la gamelle une fois qu'elle est devant lui. Mais par contre, ça n'a pas été fait sur la préparation de la gamelle. Et donc, pour lui, Paco, au jour d'aujourd'hui,
pour être sûr que la gamelle descende du meuble jusqu'à en bas, là où il va la manger, il est persuadé qu'il faut aboyer. Et qu'en tout cas, ça va favoriser la descente de la gamelle. Et en plus, il y a des chances que ça marche parce que j'imagine que vous devez être un petit peu saoulé et du coup, vous devez faire les choses assez rapidement pour que, assez vite, justement, la gamelle descende. Donc, quelque part, il est efficace son comportement, il est exactement, il a les conséquences en tout cas voulues par Paco. Donc là, l'idée, ça va être toujours pareil, c'est de travailler en amont et de faire comprendre au chien que s'il y a un aboiement, la gamelle s'arrête. Donc la préparation de la gamelle s'arrête en fait. Et c'est le calme. Donc en fait, on va, en gros, ce que vous pouvez faire, préparer votre gamelle. On demande rien au chien. S'il aboie, on arrête. On reprend la gamelle et on va saisir la seconde où il ne va pas aboyer et hop, on va lui donner une petite requête en lui disant super, très bien, t'es calme. Et on recommence à préparer la gamelle. Et hop, on va récompenser. Et du coup, vous allez récompenser comme ça votre chien pendant le temps qu'il faut, en fait, jusqu'à ce que vous puissiez poser la gamelle. Et l'idée, je me répète beaucoup avec l'idée, hein, mais enfin, ce que vous devez faire, c'est d'augmenter la durée entre chaque friandise donnée pendant la préparation de la gamelle pour pouvoir arriver à n'en donner peut-être plus qu'une et puis à la fin, plus du tout jusqu'à poser la gamelle. Mais si vous ne faites pas ça, c'est clair et net que dans sa tête, c'est j'aboie, comme ça, je suis sûre que ma gamelle va descendre. Donc à vous, encore une fois, faut checker, faut inverser en fait dans la tête du chien la réponse au comportement aboiement. Ça doit être, maintenant, la réponse, ça doit être, eh ben, ok, eh ben, tu n'auras pas ta gamelle. Voilà. Mais encore une fois, toujours passer par l'apprentissage de voilà ce que j'attends de toi pour que tu puisses avoir ta gamelle. Si vous faites que le côté punitif, il en manque un bout systématiquement. Ok. Alors, je crois que ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'oublie? Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous, pour les personnes qui sont là, est-ce que vous avez des questions? Parce que on va arriver au terme de ce live. Je regarde. Donc Valérie, c'est OK, super. L'allonge est-elle intéressante pour un chiot de 4 mois ou une grande laisse de 3 mètres suffit? Alors, Nicolas, eh bien, en fait, ça dépend pourquoi. Si c'est votre laisse de promenade, de marche, etc., moi, je conseille toujours entre 3 et 5 mètres pour éviter justement que que vous rencontriez des problèmes de traction assez rapidement avec votre chien derrière. Le fait que vous ayez plus de débattement fait que votre chien il sera moins facilement en tension en fait sur sa laisse et donc il ne prendra pas l'habitude de tirer pour pour pouvoir aller d'un point A à un point B en fait. Donc c'est vrai qu'avoir de la longueur, contrairement souvent à ce qu'on entend où il faut avoir 1 mètre, une laisse très courte, etc. Moi je trouve que c'est vraiment contre-productif et de toute façon en général c'est des chiens que je retrouve avec des problèmes de marche en laisse derrière parce que si vous avez 1 mètre pour bouger quand vous êtes en promenade, pour un chien vous êtes forcément en traction sur la laisse hyper vite parce qu'il suffit qu'il y ait une odeur à 20 centimètres de vous, et paf, il faut tirer pour aller la sentir. Alors que si vous avez quelque chose qui fait 3 à 5 mètres, effectivement, avant que la laisse tende pour aller sentir une odeur, il faut déjà un petit peu de temps et vu qu'il y a votre mouvement qui indique au chien qu'on avance, vous êtes beaucoup moins en tension. Donc, si c'est pour travailler la marche, enfin, pour votre promenade du quotidien, 3 à 5 mètres, et après, si c'est pour travailler votre rappel sur des stimuli, là, vous pouvez prendre une longe de 10 mètres ou de 15 mètres ou de 20 mètres. Dites-moi si ça répond à votre question. Alors, est-ce que Amandine est là? Est-ce que vous êtes là, Amandine? Amandine avec Vaillant et Yoli. Si elle n'est pas là, je répondrai à sa question une prochaine fois. Est-ce que vous êtes intéressé? Oui, si, vous êtes là. Bon, allez. Donc, je réponds à votre question. Je réponds à Amandine. Donc, dernière question. Donc, Amandine qui a Yoli et Vaillant. Alors, Amandine, elle est embêtée parce que Yoli, c'est la maman de Vaillant. Et ce qui se passe, c'est que quand elle rencontre d'autres chiens, Yoli, donc Vaillant, il va avoir tendance à vouloir aller jouer avec les autres chiens, et Yoli va intervenir et met un petit peu à l'amende Vaillant très souvent
pour le faire cesser le jeu, en fait, pour lui faire cesser le jeu. Et donc, sa question, c'était pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle l'empêche de jouer? Pourquoi est-ce qu'elle le coupe? Et puis qu'elle lui exprime plutôt clairement que voilà, il faut que ça s'arrête. Donc, elle le fait parfois sur l'autre chien qui est rencontré, mais de manière générale, ça va être sur son chiot. Enfin, son chiot qui est grand maintenant. Je ne sais pas quel âge il a, Vaillant, mais c'est un grand chien. Du coup, donc sa question, c'est pourquoi elle fait ça et quoi faire? Donc pourquoi elle fait ça? Il faut savoir, il y a plusieurs raisons. Il faut savoir que quand il y a 3 chiens qui jouent, en général, il va y avoir des binômes et le 3e chien va souvent intervenir va souvent venir se mettre entre les 2 chiens qui sont en train de jouer. Alors, des fois, ça se fait de manière très délicate, des fois, ça se fait de manière beaucoup plus brutale, justement, un petit peu comme Yoli peut le faire, et cetera. Il faut savoir que les chiens, les chiens n'aiment pas le conflit. Ça, c'est clair. Vraiment, entre eux, c'est vraiment quelque chose qu'ils n'aiment pas. C'est pas un plaisir. Le conflit, c'est pas quelque chose qu'ils recherchent. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a jeu, il y a excitation. Et l'excitation peut potentiellement amener une bagarre de par l'excitation. Donc, très souvent, les chiens vont justement, le 3e chien va intervenir pour se glisser au milieu du truc, pour justement faire en sorte que voilà, l'excitation redescende et qu'il n'y ait pas potentiellement un risque derrière, en fait. Donc, ça se fait naturellement avec plusieurs chiens. Souvent, c'est quelque chose que vous pouvez identifier. Il y a comme voilà, et c'est pas toujours le même chien. Hein. Si c'est 3 chiens et qu'il y en a que tout le monde aime bien jouer, ben ça va tourner. C'est pas toujours le même chien, mais il y en a toujours un qui, au bout d'un moment, s'il sent que enfin, souvent, hein, la plupart du temps, il y a un chien qui va venir un petit peu intervenir au milieu des 2 autres. Donc, c'est un peu ce que fait Yoli. Yoli, en plus, elle a été, Yoli, elle est vachement instinctive, hein, comme chienne, hein. Elle a vécu seule, et cetera. Elle a été dans la rue. Et en plus de ça, là, on parle de son chiot. Donc, de son chiot qui a 1 an et quelques mois. Voilà. Donc du coup, elle a aussi quelque part encore par rapport à lui ce rôle de mère. Et donc, c'est pour ça qu'elle intervient beaucoup plus facilement sur Vaillant que sur le chien d'en face, en fait. C'est plus facile pour elle de mettre Vaillant à l'amende que de mettre le chien d'en face à l'amende. Donc voilà le pourquoi de la réaction. Donc, ce qu'elle fait, c'est que alors. Donc du coup, voilà, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rattache Yoli de temps en temps, mais le souci, c'est qu'apparemment Yoli s'énerve facilement, enfin s'énerve, aboie beaucoup tant qu'elle est en laisse et que les autres chiens jouent. Donc l'idée de la rattacher, c'est une bonne idée parce que justement, le problème, c'est que Vaillant, il est vachement limité dans ses déplacements avec les autres chiens. S'il est pour l'instant plutôt sociable, c'est dommage qu'il soit coupé à chaque fois, voilà, dans ses relations, dans ses interactions avec les autres chiens. Donc, c'est bien de la rattacher. Par contre, si quand vous la rattachez, vous restez statique et vous regardez les 2 autres chiens, forcément, pour Yoli, c'est hyper compliqué. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement la rattacher. Moi, c'est pareil, je la rattacherai avec pas mal de longueur, en fait, pas quelque chose de trop court. Et surtout, je marcherai avec elle. Je l'emmènerai et si mes souvenirs sont bons, elle aime bien creuser. Donc, ce que je ferais, c'est qu'à ce moment-là, ben, justement, je la mettrais sur une action pareil, de donner, soit l'inciter à creuser quelque chose, soit, alors je sais qu'elle n'est pas très nourriture, mais peut-être essayer justement de prendre une nourriture, de lui faire sentir, gratter un peu le sol et puis de l'inciter à gratter et à venir justement creuser un petit peu dans le sol, de façon est-ce qu'elle ait quelque chose d'autre à faire que de regarder les 2 jeux d'eau qui font des débiles en face, les débiles tous les 2 ensemble, tranquillement en fait. Donc ce qu'il faut, c'est la sortir de la situation Yoli. Donc effectivement, l'attacher parce que sinon c'est compliqué, lui donner de la longueur et lui donner une occupation qui soit fortement intéressante pour elle, qui ait autant de valeur finalement que le fait d'aller intervenir entre les 2 chiens. Super idée, je vais essayer. Super, pas top. Voilà. Bon, ben ça, c'est bien. Si on trouve des réponses, c'est génial. On est là pour ça. Et du coup, alors, il y avait une suite. Hein, vous m'avez demandé autre chose. Autre, effectivement.
Oui, et puis ce que je voulais vous dire aussi par rapport à Yoli, c'est que par contre, après, à un moment donné, pour pas qu'elle soit non plus frustrée par rapport à ses relations aussi, ses interactions avec les autres chiens, même si c'est moins important pour elle, oubliez pas effectivement à un moment donné de rattacher Vaillant et de libérer Yoli pour qu'elle puisse soit aller totalement ignorer l'autre chien, soit quand même aller checker un petit peu et voilà. Mais effectivement, pensez à la détacher à un moment, mais c'est ce que vous faisiez, donc ça c'est très bien. Et vous me demandiez du coup si un chien pouvait être jaloux. Alors, justement par rapport à ça, est-ce qu'elle réagissait par jalousie? Alors jaloux, je dirais que non. Un chien, il n'est pas jaloux. Dans le terme de jaloux, il y a envier quelque chose ou envier quelqu'un. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse le retrouver vraiment chez le chien. Par contre, le chien sera sensible à l'injustice. Ça, c'est sûr. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas égaux dans vos traitements entre l'un et l'autre de vos chiens, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'ils vont ressentir et très vite et très fort. Ça, c'est clair. Donc, c'est quand même différent de la jalousie. Et après, par contre, ils peuvent aussi être un petit peu possessifs sur quelque chose qui est important pour eux. Il y a, voilà, il y a cette forme un petit peu de, d'appartenance, de mais c'est plus social en fait, hein, c'est pas le côté négatif du possessif, mais c'est quelque chose en tout cas qui va les toucher. Mais jaloux, dans le sens jaloux et envier quelque chose, non. Et dernière chose, vous me demandiez, ah oui, alors dans la galère, donc Vaillant, qui est donc un jeune mâle, a senti la chienne de la voisine qui est en chaleur, et tous les soirs, eh ben, il pleure devant la porte. Donc ouais, ça c'est vraiment la grosse galère. C'est la grosse galère. Là, là, on est sur du, comment dire, on est sur de, ben, pareil, on est sur du totalement viscéral, c'est de l'instinctif, hein, voilà, hein, il sent la chienne, c'est un mâle, il réagit comme il peut, il a forcément, voilà, il a des besoins, hein, enfin, il a des besoins parce que la chienne est en chaleur, hein, attention, hein, le mâle n'a pas forcément besoin d'aller saillir, mais il a des besoins là parce que la chienne est en chaleur, donc forcément, il essaye d'y aller, il exprime ça et il pleure devant la porte. Donc ouais, ça c'est un point difficile. Alors vous me disiez que quand vous le caressiez, il arrive à s'arrêter, mais dès que vous arrêtez, bah, pouf, ça repart. Donc vous pouvez faire ça et après, à la rigueur, la seule chose, si, mais parce qu'il y a des chiens, vous pouvez leur proposer tout ce que vous voulez. Enfin, rien n'y fera. Hein, ils sont sur leur objectif et vous pouvez bien leur mettre un poulet rôti devant le nez, ils ne le prendront pas. Donc là, je ne sais pas comment est Vaillant. Si la nourriture l'intéresse encore un tout petit peu, ce que vous pouvez faire justement, c'est trouver une activité sur le long terme, sur la durée, pour que ça lui permette de passer un moment au moins comme ça, et puis vous aussi un peu plus tranquille. Donc à ce moment-là, pourquoi pas essayer de lui mettre un Kong farci bien congelé, de façon à ce que ça dure un bon moment et que voilà, il s'occupe plutôt que de pleurer devant la porte. Mais ça, je ne sais pas si la nourriture l'intéressera à ce moment-là ou pas. Sinon, franchement, il n'y a pas de solution miracle. Faut espérer que les chaleurs s'arrêtent rapidement, quoi. Voilà. Et ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour des questions qui m'étaient posées. Si j'ai oublié quelqu'un, eh ben, n'hésitez pas à me reposer la question. Oui, si, j'ai oublié quelqu'un. C'est Florian justement qui me demandait qui souhaitait faire du pistage avec son chien. Et donc, il me demandait comment faire. Eh bien, il faut trouver un club. Là, c'est des clubs canins. C'est la SCC qui s'occupe de cette discipline du pistage. Donc, il faut aller sur le site de la SCC et vous allez trouver les clubs qui proposent du pistage. Dans notre région, je crois que le club de Salins, donc près de Moutier, propose des activités de pistage. Donc, voilà. Il faut essayer de se renseigner par rapport à ça. Et après, à voir si vous préférez pistage ou main trailing, qui est une activité qui est moins réglementée que le pistage. Ben voilà, ben je crois que j'ai fait le tour. Et écoutez, si c'est OK pour vous, on en reste là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Et puis, eh bien, si vous souhaitez, on peut refaire un live la semaine prochaine si ça vous intéresse. Et si c'est le cas, ben pareil, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, n'hésitez pas à partager le live. Alors franchement, je ne sais absolument pas si je verrai si c'est enregistré, s'il va rester sur la page ou pas du tout. Donc je vais découvrir, on verra ça. Et puis sinon, voilà. Ben, écoutez, je reste à votre écoute. Pensez pour ceux qui ont vraiment besoin, pensez quand même au programme en ligne, hein, mieux le connaître pour mieux lui apprendre.
C'est franchement un programme qui pourrait, à cette période un petit peu compliquée et avec toutes les questions que vous avez, c'est un programme qui est très complet sur le chien. Certaines personnes qui sont là en profitent. Donc, si vous voulez faire un retour dessus, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est un programme qui peut être vraiment bien pour vous amener pas mal de réponses concrètes et théoriques par rapport à vos problématiques. Donc, ça, c'est sur ma page. C'est sur mon site que vous retrouvez le lien pour aller voir le descriptif. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sinon, vous le retrouverez aussi le lien donc vers ce programme sous les vidéos YouTube qui arriveront bientôt. Donc c'est vraiment un programme de connaissance du chien et d'éducation et puis de compréhension des comportements. Voilà, et ben c'est tout bon pour moi. Et ben super, donc c'est OK pour vous, super. Merci bien pour toutes ces réponses. Super, merci. Eh ben, c'est génial. Bon, bah, super. Eh ben, merci à tout le monde. Passez une bonne soirée. Et puis, on se dit à très bientôt. Je remettrai un petit mot, de toute façon, sur la page Facebook ou par mail. Donc, du coup, je vous envoie pas mal de mails, mais vu que tout le monde n'est pas sur Facebook, j'essaie d'oublier personne. OK, super. Eh ben, écoutez, je vous dis très bonne soirée et à bientôt.